Bonjour patron, justement j'allais vous appeler parce que je crois que j'ai trouvé un truc... Reporter à la noix. Ça fait 15 jours que j'attends tes supposés reportages exceptionnels. Justement j'ai un truc génial, vous allez voir... Rien d'ici demain soir, je te vire. Non mais c'est formidable, hein, Patron, je vous assure, je crois que j'ai trouvé un truc formidable. Vous allez voir, laissez-moi un petit peu de temps, puis je vais trouver quelque chose rapidement. Ah, quel bonheur d'être aussi libre, sans contrainte, sans patron. Ah oui, tu crois ça, toi? Suis-moi un peu, mon mignon, tu vas voir. Alors, Baya, mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me ramènes là, cet inconnu là? Je t'ai déjà dit de pas me ramener du monde comme ça là. À vous là-bas là, que de rester à rien faire là. Mettez la tenue là, s'il vous plaît. Anatole Cotier, reporter. Manuel Jourdain, apiculteur. Je peux vous poser quelques questions? Avec plaisir, je vais vous renseigner. C'est une ruche. C'est une ruche, effectivement. Il y a le corps de ruche, cette partie-là. De là à là, c'est corps de ruche, où la colonie passe toute l'année. La reine est dans cette partie-là, elle pond, elle fait ses œufs, il y a des larves. Et les abeilles vivent là. Elles stockent du miel en haut, et l'excédent de miel, elles me le mettent dans la hausse qui est au-dessus. Et le miel, il est produit sur quel support? On va regarder, ça va être plus simple. Ah bah ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe Un dedans. petit coup de fumée, on va regarder ça tout de suite. Donc, j'en fume pour les calmer. Elles ont l'impression qu'il y a le feu dans la maison, donc elles s'occupent plus à sauver leur peau qu'à nous piquer. Donc c'est uniquement de la fumée. Ce sont des plantes que je récolte, aromatiques principalement. Des feuilles d'eucalyptus qui brûlent dans l'enfumoir. Elles entreposent le miel dans des cadres de cire qu'elles ont fabriqués. Vous le voyez, il est operculé. C'est elles qui ont fabriqué tous ces alvéoles. Voilà. Et le pollen sert essentiellement à nourrir les jeunes larves et les jeunes abeilles qui sont nourrices pour produire la gelée royale pour les jeunes larves et pour la reine. Parce que les jeunes abeilles, pour produire la gelée royale, c'est une glande qu'elles ont dans la tête, ont besoin de beaucoup de protéines. C'est le pollen qui apporte la protéine. La propolis, c'est quoi exactement? Alors, la propolis, bah, c'est ça, c'est cette partie qui est là, qui est orangée, qui est malléable. C'est ça. D'accord. Qui sent bon. Ça, c'est un mâle abeille. Il pique pas. Connaît, parce qu'il est plus gros. D'accord. Il est plus gros, il pique pas. Et son rôle, lui, c'est de féconder la reine. Après la fécondation, il meurt. Ah, alors c'est là que ça se passe. Bah, je vais vous expliquer tout ça. Ah, alors montrez-moi ça. Allez-y, rentrez. Non. Ah, donc là on est dans La miellerie. La miellerie. La miellerie, c'est là où j'extrais mon miel. Oh, belle bête à cornes. C'est bien vide la manuelle, c'est aussi vide, même plus vide que ce qu'on a vu dans les Oui, ruches. en fait, oui, alors déjà dans les ruches, il n'y a pas grand-chose cette année dû aux conditions climatiques qui sont vraiment très très défavorables pour les abeilles. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est une simulation. Là, c'est ce qu'on appelle le bac à désoperculer. Le bac à désoperculer. Désoperculer, parce qu'en fait, les abeilles, une fois que le miel il est mûr, elles mettent une opercule de cire. Oui. Donc pour extraire le miel, je suis obligé d'enlever cette opercule avec un couteau à désoperculer. D'accord. Donc le but, c'est de... On racle. On racle, on retire l'opercule de miel des deux côtés. Ça tombe dans le bac à désoperculer. Oui. Après, mes cadres, je les mets ici en attendant que la centrifugeuse, l'extracteur tourne. Là, vous allez peut-être pouvoir retirer votre combinaison parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Ah non. Parce que là, j'ai bien vu que vous aviez un petit peu peur tout à l'heure, mais non, il n'y a plus Même de... si j'adore les abeilles, je préfère les voir de loin. Quoi. Oui. Voilà. Alors, allez. Donc le but, une fois que tous mes cadres sont mis dans l'extracteur, je mets en route. Et c'est parti. Et ça tourne. D'accord. Ça tourne doucement.
Le miel sort des cellules de cire par la force centrifuge. Ouais. Donc, pendant que ça tourne, moi je continue de travailler, je continue de désoperculer mes cadres. Donc la cire, hop, et là le miel qui s'écoule. Voilà. Au fur et à mesure, je stocke mes cadres qui sont désoperculés ici. La cire, on s'en sert pour quoi? Alors moi la cire, je la lave, Oui. je la rince. Enfin, le sirop de lavage, je le redonne à mes abeilles avec un nourrisseur. Et la cire, ensuite je la fonds. Ça me donne un pain de cire. Alors, On fait des bougies avec ça, j'ai vu on peut qu'il y faire avait des bougies, de l'encaustique, mais moi ma cire, je la redonne à mon fournisseur de matériel apicole. Oui. Et il me l'échange avec de la cire gaufrée. Et donc là, le miel s'est écoulé. Qu'est-ce qu'on fait de ce miel? C'est du miel pur qu'on utilise directement ou il passe par un autre traitement? Et une fois que l'extracteur commence à être plein, je fais le couler dans un seau. Oui. Et ça, je le mets dans ce qu'on appelle un maturateur. Le miel, il va s'écouler à travers une grille qui est très très fine. Ça permet aux impuretés déjà de rester dans le tamis. Et le miel, je le laissais dans le maturateur à peu près 3-4 jours. Et ben moi, ça me donne envie de changer de métier. Ah, tu vois, bah, Manuel, pourquoi pas. j'ai vraiment envie de... Voilà, reporter, apiculteur. Ouais. Happy ou pas happy? Moi, je suis passionné, et tellement passionné que je vais changer de métier. Oui. Je suis paysagiste actuellement. D'accord. Et l'année prochaine, je change, je me mets apiculteur semi-professionnel. Parce que là, on est au mois de juin-novembre. C'est ça. Juin, heureusement que les jours sont longs, parce que sinon on se croirait plutôt au mois de novembre. Si la météo est vraiment très moche, comme en ce moment, la colonie se met un petit peu au repos. On est obligé de chauffer la colonie, donc ça monte à 35 degrés, donc ça demande de l'énergie. Donc l'énergie, c'est le miel. Donc ça ne peut pas sortir pour aller rechercher du nectar qu'à transformer en miel. Il y a famine. Et les bonnes années normales, j'arrive à faire 4 récoltes. 2 printemps après le colza, si tout va bien, une sur l'acacia. Ouais. Ensuite, sous le châtaignier, qui arrive bientôt, et puis souvent sous le tournesol. Ça, c'est un miel d'été. Un miel d'été de l'année dernière, et en fait, principalement un miel de tournesol. Tournesol avec un petit peu de sarrasin dedans. Et ça, c'est un miel de printemps de cette année, un miel de colza, donc qui est un miel blanc, cristallisation fine. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un miel blanc, un miel crémeux, un miel un peu plus liquide? En fait, ça vient de la variété de fleurs butinées et des sucres qui composent le miel. Le miel est composé principalement de glucose et de fructose. Quand il y a beaucoup de fructose, le miel reste plus liquide. Il y a plus de glucose, il cristallise. Je vais arrêter un petit peu dur parce que c'est un miel qui cristallise. 100% naturel, plus parfumé. Tournesol, sarrasin. Sarrasin. Les deux. C'est un mélange que les abeilles ont fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Chouette petit coin, là. On se sent bien, hein? On se sent bien. Ouais, merci. Je vous en prie, prenez place, Anatole. Merci. Alors Manuel, on entend de plus en plus parler de la mise en danger ou du risque de disparition des abeilles depuis quelques années. C'est dû à quoi tout ça? Les 2 principaux prédateurs que je rencontre, moi, sur mon exploitation, c'est le varroa, petit acarien, qui se trouve dans la ruche sur les abeilles et principalement sur les larves. Et lui, il fonctionne pour schématiser le sang, qu'on appelle de l'hémolymphe de la larve, donc ça l'affaiblit. Donc quand l'abeille naît, elle est moins costaud. En plus, ce varroa transmet des virus. Il existe des traitements biologiques. Moi, j'utilise des produits biologiques à base d'acide oxalique. Le varroa, ça date des années 80. Un problème plus récent qui est le frelon asiatique, qui est en France depuis à peu près une quinzaine d'années, qui fait beaucoup de dégâts en arrière-saison. Les abeilles sont complètement stressées, elles ne veulent plus sortir. Donc ça ne sortent plus, pareil, elles butinent plus. Il vient devant la ruche, il fait un vol stationnaire et il attrape les abeilles qui rentrent. Et alors quand il n'y a qu'un frelon, ça va, mais quand il y a 15 frelons qui volent devant chaque ruche, elles sont complètement stressées. Donc je mets des pièges à frelons en début d'année pour essayer d'attraper les fondatrices, pour essayer de minimiser les dégâts, mais il faut que ce soit à l'échelle nationale, ce genre de capture de frelons. Il y a un petit peu de dérèglement climatique aussi quand même depuis quelques décennies. Cette année, par exemple, on a eu beaucoup d'eau. Là, quand il pleut, les abeilles ne sortent pas. Les pesticides aussi, principalement les insecticides. Comme le nom l'indique, que l'abeille est un insecte. Quand il y a des insecticides épandus dans les champs, souvent les abeilles en payent les frais. Ouais. Il y a aussi les herbicides qui font qu'il y a moins de diversité dans les champs. Les champs de blé, il n'y a plus du blé. Avant, il y avait des coquelicots, il y avait des choses comme ça. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Donc ça limite la diversité florale. Malgré que les agriculteurs font souvent attention, il y a des réglementations, mais ils traitent toute la plante entière et quand l'abeille butine, elle est complètement malade, désorientée, elle ne rentre plus à la ruche. Il y a une éclaircie qui est en train d'apparaître et d'un seul coup, on entend non seulement les oiseaux, mais aussi les abeilles. Une abeille, de toute façon, dès qu'elle peut, elle travaille. Alors tout le miel que vous retirez de la ruche, c'est le miel que les abeilles consommeraient. Comment vous évaluez la quantité que vous retirez, la quantité que vous laissez aux abeilles? Moi, je prends l'excédent de miel qu'elles produisent. Je fais en sorte de façon que dans le corps de ruche, il reste suffisamment de miel pour qu'elles puissent passer l'hiver. L'important, c'est de passer l'hiver, parce que l'hiver, les abeilles restent dans la ruche, confinées.
J'estime qu'en gros, il faut leur laisser une quinzaine de kilos de miel. L'excédent, je le prends. Et voilà, je leur laisse toujours du miel pour qu'elles puissent passer l'hiver. Et si vraiment il y avait un petit manque de miel au printemps, je complète pour pas que ma colonie dépérisse. On parle beaucoup du langage des abeilles. Je crois savoir qu'il y a un langage très perfectionné. Les abeilles communiquent entre elles, effectivement. Il y a des phénomènes de danse, de vibration, on ne sait pas tout. Par exemple, quand une colonie sème, une partie de la colonie s'en va avec la reine, une partie des abeilles. Pourquoi certaines restent, pourquoi d'autres partent, comment elles communiquent là-dessus, ça c'est un mystère. Il va s'en aller de la ruche, soit il va venir dans une ruche que j'aurais mis à côté de mon rucher en espérant que l'essaim aille dedans. Mais après l'essaim peut aller dans une ruche d'un voisin ou peut aller dans un tronc d'arbre, dans une cheminée, derrière un volet. C'est des abeilles qui vont choisir, pareil c'est un petit peu mystérieux et secret, mais quand elles ont trouvé un endroit qui leur convient, elles vont dedans. Pour faire un peu de miel, ça représente en termes de superficie de fleurs, on peut évaluer ça ou pas? C'est compliqué. Bon, un champ de colza peut produire, je connais peut-être pas le chiffre exact, mais peut-être 150 kg de miel à l'hectare. On va se dire, ça fait tant de nectar. Le nectar, il faut à peu près 5 litres de nectar pour faire 1 kg de miel, grosso modo, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai appris plein de nouvelles choses encore aujourd'hui. Merci Manuel. Je vous en prie.